Avant de démarrer, un petit rappel. Vous connaissez peut-être cette corde, ça s'appelle une corde égyptienne. C'est une corde qui a 13 nœuds, dont on se sert beaucoup pour faire des triangles rectangles. En tout cas dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge, c'est ainsi qu'on se fabriquait une équerre quand on était maçon. Mais cette corde, avec ses 13 nœuds, servait aussi à faire quelques opérations dans l'Antiquité. Regardons bien. Vous avez ici, je vais prendre une fois 2 intervalles. Vous les voyez, ces 2 intervalles. Donc vous avez un nœud, un deuxième nœud, un troisième nœud. Une deuxième fois, je prends à nouveau 2. J'ai plié. Je replie une troisième fois. Alors attention, je vais prendre ici à nouveau mes 2 intervalles. Qu'est-ce que j'obtiens ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalles. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai multiplié 2 par 3. Est-ce que vous voyez déjà d'où vient ce mot multiplier ? Ça vient de là. Donc vous multipliez 3 fois 2 et vous obtenez 6. C'est pourquoi on va dire que 6, c'est un multiple de 2. Et ce qui vous a permis de diviser ainsi ce 6, c'est ce qu'on va appeler le diviseur. Et notre diviseur ici, c'est 2. 6 est un multiple de 2. 2 est bien sûr un diviseur de 6. Alors on peut le dire autrement. On peut dire également que 6 est divisible par 2. Jusqu'à présent, nous avions vu ces définitions uniquement avec des entiers naturels. On va l'étendre dans Z, c'est-à-dire dans l'ensemble des entiers relatifs. On peut très bien écrire que 6, c'est aussi moins 2 fois moins 3. Vous vous souvenez, la règle des signes, quand on a un nombre pair de signes moins, ça me fait un résultat positif. Donc je peux très bien dire que 6 c'est un multiple de moins 2. Je peux dire que 6 est divisible également par moins 3. Autrement dit, moins 3, moins 2, ce sont aussi des diviseurs de 6. Donc si je veux écrire tous les diviseurs de 6, mais dans l'ensemble des entiers relatifs, dans Z. Bon, j'ai déjà un nombre qui divise tous les nombres, c'est bien sûr 1. 4, c'est 4 fois 1. Si je prends 123, c'est 123 fois 1. Donc 1 divise tous les nombres. Alors il va être associé à quoi pour obtenir 6 ? Avec 6 lui-même. 6 qui est bien sûr un diviseur de lui-même. On continue. On a 2. 2 qui est associé avec 3. Alors attention, dans les nombres entiers relatifs, moins 2 qui va être associé à moins 3. Et puis attention, n'oublions pas, de la même façon qu'on a 1 qui divise tous les nombres, on a aussi moins 1 qui divise tous les nombres. Bah oui, si je prends 5, c'est moins 5 fois moins 1. 123, c'est moins 123 fois moins 1. Si je prends moins 8, ça va bien être 8 fois moins 1. Et moins 1, là, doit être associé à moins 6. Voilà tous les diviseurs de 6 dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc, dans l'ensemble des entiers relatifs, on dira qu'un nombre est multiple d'un autre, que A est multiple de B. Ça signifie qu'il existe un entier relatif K, tel que A égale K fois B. C'est ce qu'on vient de voir. 6 est multiple de moins 3, parce qu'il existe un entier relatif moins 2, tel que moins 2 fois moins 3 me donne bien 6. À retenir, on peut parfois le rencontrer quand on veut dire que B divise A. Par exemple, que 2 divise 6, on l'écrit 2 bar 6. 2 divise 6, ou B divise A. À remarquer également, c'est que 0, c'est un multiple de tous les nombres. Si je prends moins 48 fois 0, ça me fait 0. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer également ? C'est que tous les nombres sont des diviseurs de 0. Si je prends n'importe quel nombre, par exemple 1256, il va diviser 0. 1256 fois 0, ça me donne bien 0. Bon, une application tout de suite. Soit 2 entiers relatifs A et B tels que A divise B. Montrer que moins A divise de B. L'idée, elle est toujours la même.
vous avez un énoncé, vous avez une affirmation, vous avez une première phrase, vous allez la traduire en langage mathématique. Dire que A divise B, on vient de voir que ça signifiait qu'il existait un nombre K tel que B égale K fois A. On traduit ainsi. Et ensuite, vous verrez que c'est assez évident pour arriver à montrer que moins A divise effectivement 2B. Donc, on traduit en langage mathématique la première phrase. Si A divise B, il existe K appartenant à Z tel que B égale K. On n'a plus ensuite qu'à utiliser cela pour montrer que moins A divise 2B. On va exprimer tout simplement 2B. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de 2B ? C'est égal à 2 fois KA. On est bien d'accord, d'après ce qu'on a écrit. Bon, notre problème, c'est de faire apparaître moins A. Donc, je peux toujours le faire apparaître et puis réfléchir ensuite. J'ai ici moins A, on est bien d'accord. Il faut que j'obtienne 2B. Je peux l'écrire. Maintenant, réfléchissons par quoi on pourrait multiplier moins A. Actuellement, pour avoir 2B, on avait 2K fois A. Pour avoir 2B en ayant ce moins A, il suffit que je prenne moins 2K. Et donc, j'ai bien montré que moins A divisé 2B, parce que si je prends ici moins 2K pour un nombre relatif K', j'ai bien montré qu'il existait K' appartenant à Z, tel que K' fois moins A, ça me donne bien 2B. On pourrait donc rédiger de la façon suivante, soit K' égale moins 2K, il existe donc K' appartenant à Z, tel que 2B égale K' fois moins A, ce qui montre bien que moins A divise 2B, ou que 2B est multiple de moins A. Donc un conseil, vous traduisez les données en langage mathématique, et vous utilisez ensuite cette traduction. Un petit rappel rapide, les critères de divisibilité. Par exemple, ça nous permet de savoir très facilement si un nombre entier relatif est divisible par 2. Bon, si vous récitez la table de 2, 4, 6, 8, 12, 14, tout ce que vous voulez, vous savez qu'à la fin, vous avez un chiffre pair. Et en fait, ce chiffre qui se trouve à la fin, qui est forcément ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, c'est le critère de divisibilité qui vous permet de savoir que le nombre est forcément divisible par 2. De même pour 5. Si vous récitez la table de 5, à la fin de chaque nombre, vous avez ou bien 5 ou bien 0. Donc dès que vous avez un nombre entier relatif qui se termine par 0 ou 5, vous savez qu'il est un multiple de 5, ou de moins 5 d'ailleurs. Bon, par 3 et par 9, quand est-ce qu'un nombre est un multiple de 3 ? Là, on utilise la somme des chiffres. Regardez par exemple dans l'exemple que vous voyez, la 951, 9 et 5, 14, 14 et 1, 15. C'est dans la table de 3, donc 951 est dans la table de 3. On utilise la même technique pour 9. Pour savoir si un nombre est multiple de 9, vous additionnez les chiffres qui forment ce nombre et vous regardez si c'est dans la table de 9. Bon, attention, pour 4, c'est un petit peu différent. On regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres. Si je prends 716, 16, c'est dans la table de 4. Donc 716 est dans la table de 4. Moins 624, si vous prenez 24, les deux derniers chiffres, c'est dans la table de 4. Donc moins 624 est dans la table de 4. Si vous prenez par exemple 408, les deux derniers chiffres, c'est 08. 08, c'est bien dans la table de 4. Donc, le nombre en question est bien un multiple de 4. Voici des nombres entiers relatifs entre moins 8 et 12. Vous avez remarqué que j'en ai encerclé en rouge. Ceux qui sont encerclés en rouge, ce sont des nombres pairs, c'est-à-dire des multiples de 2. D'après ce qu'on a vu, puisque ce sont des multiples de 2, ils s'écrivent tous sous la forme 2 fois quelque chose. C'est-à-dire qu'un nombre pair, un nombre entier relatif pair, il existe forcément K appartenant à Z, tel que ce nombre soit égal à 2K. Tous les nombres encerclés en rouge s'écrivent donc sous la forme 2 fois quelque chose. Et ceux qui ne sont pas encerclés, ce ne sont pas des nombres pairs, ce sont des nombres impairs. Comment est-ce qu'on va pouvoir les exprimer de façon mathématique ?
Prenons 6. 6, il s'écrit bien sûr 2 fois quelque chose. Ici, 2 fois 3. Si je m'intéresse au nombre impair, 7. C'est 2 fois 3 plus 1. 6 plus 1. Donc 7 s'écrit 2 fois 3 plus 1. Si je prends 5, comment je vais pouvoir l'écrire? 4, c'est 2 fois 2. Et pour avoir 5, j'ajoute 1. Si je prends ici moins 4, qu'est-ce que c'est que moins 4? C'est rien d'autre que 2 fois moins 2. Si je veux ici moins 3, je vais ajouter plus 1. 2 fois moins 2 plus 1. Donc, plus généralement, quand je vais vouloir exprimer un nombre impair, je vais dire qu'il existe k, tel que ce nombre impair s'écrive 2 fois k plus 1. Tous les nombres impairs, je peux les écrire sous cette forme. Voyons tout de suite une application de la définition qu'on vient d'établir. Montrer que pour tout entier relatif a, 2a au carré moins 8a plus 6 est pair. On traduit. Si on veut montrer qu'un nombre est pair, il suffit qu'il s'écrive sous la forme 2 fois quelque chose, ce quelque chose étant un entier relatif. Il suffirait donc de factoriser en utilisant 2. Est-ce que ça va être possible? 2, c'est la table de 2, 8 aussi, 6 aussi, donc il suffit que je mette 2 en facteur, j'obtiens 2 facteurs de a au carré, moins 4a plus 3. J'ai bien 2 multiplié par un nombre relatif. Si j'ai a un entier relatif, a au carré c'est un entier relatif, la somme d'entiers relatifs est un entier relatif, c'est dans le cours. Donc conclusion, j'ai trouvé un nombre k qui satisfait à ma définition. Donc on peut rédiger de la façon suivante, soit k égale a carré moins 4a plus 3, on a 2a carré moins 8a plus 6 égale 2 fois k, donc 2a carré moins 8a plus 6 est un nombre pair. Dans ce qui suit, on va travailler avec des entiers relatifs positifs, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des entiers naturels. Vous avez déjà entendu parler de décomposition d'un nombre. Peut-être que la première fois que vous avez entendu décomposer, vous vous êtes dit, tiens, si je prends 12, je pourrais très bien le décomposer avec des additions. Ça me fait 5 plus 7, je continue la décomposition. Je vais essayer d'aller au maximum de ma décomposition. 5, ça va me faire quoi? 3 plus 2. Le 7, 4 plus 3. Puis je peux continuer sans arrêt. Je vais arriver à quoi? Si je décompose au maximum, 3, ça va me donner 1 plus 1 plus 1. Je ne peux pas décomposer plus. Donc finalement, je vais me retrouver avec combien de 1? Avec 12 1. Donc, cette décomposition en utilisant des termes, en utilisant l'addition, ça n'a aucun intérêt. Tous les nombres, je vais pouvoir les écrire. Si je prends 15, j'aurai 15 1. Si je prends 2004, j'aurai 2004 1. Peu d'intérêt. Donc, quand on va parler de décomposition, nous, on va parler de décomposition en facteurs. C'est-à-dire qu'on va utiliser le produit. Reprenons 12. 12, il est dans la table de 4. Je peux l'écrire. 4 fois 3. J'ai fait une décomposition en produit de facteurs. Mais là aussi, je veux aller le plus loin possible. Je veux décomposer au maximum. Ce 4 ici, il est dans la table de 2. Donc je peux écrire 12 sous la forme 2 fois 2 fois 3. Je pourrais bien sûr ajouter un facteur à chaque fois, ou beaucoup de facteurs égaux à quoi? À 1. Mais ces facteurs, ça n'apporte rien à ma décomposition. Les nombres les plus petits que j'ai obtenus par décomposition, c'était ici le nombre 2, que j'ai eu ici 2 fois, et le nombre 3. Prenons maintenant 315, il est dans la table de 5, il se termine par 5. Ça me fait 5 fois 63. Observons bien 63, est-ce qu'on peut le décomposer?
Si c'est 3 9, c'est dans la table de 3. Ça me fait 5 fois 3 fois 21. 21, c'est dans la table de 7, ça fait 7 fois 3. Donc j'obtiens 5 fois 3 fois 3 fois 7. Bien sûr que dans cette décomposition, je pourrais sans arrêt remettre le facteur 1. Ce facteur 1 qui ne sert à rien, on va l'enlever. On ne va jamais le considérer dans la décomposition. Dans chacun des cas, j'ai décomposé au maximum. C'est-à-dire que j'ai utilisé des nombres que je ne pouvais plus décomposer. C'est pour ça qu'on les appelle des nombres premiers. Donc les deux décompositions qu'on a réalisées là, ce sont des décompositions en facteurs premiers. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition d'un nombre premier? On pourrait dire que c'est un nombre qu'on ne peut plus décomposer, c'est-à-dire un nombre qui n'a aucun diviseur à part lui-même, bien sûr. Mais on a le problème de 1. On ne veut pas de 1. Parce que 1, lui aussi, on ne peut pas le décomposer plus loin. Évidemment, on peut le décomposer avec lui-même 1 fois 1 fois 1, etc. Mais on n'en veut pas comme nombre premier. Donc la définition qu'on va donner, c'est qu'un nombre premier admet exactement, donc il faut qu'il ait deux diviseurs, lui-même et 1. Cette définition-là, ça nous permet d'éliminer 1. Je veux à présent décomposer 62 en produit de facteurs premiers. C'est dans la table de 2, ça me fait 2 multiplié par 31. La question que je me pose, c'est 31, est-il un nombre premier ou pas? Comment le savoir si je ne sais pas par cœur les nombres premiers jusqu'à 100, par exemple? Eh bien, 3 siècles avant Jésus-Christ, un mathématicien grec, Ératosthène, s'est intéressé à cette question-là. Quelle était son idée? Il écrivait la succession des entiers naturels sans prendre, bien sûr, 0 et 1. Ici, 2. 2, c'est bien un nombre premier, je l'entoure. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Ératosthène? Il disait, tous les multiples de 2 ne peuvent pas être des nombres premiers, donc je peux tous les barrer. 4, 6, 8, 10, etc. Tous les multiples de 2, je vais les éliminer ici de mon tableau. On continue. Le nombre premier suivant, c'est 3. De la même façon, je vais éliminer tous les multiples de 3. Je démarre avec 9. 12 a déjà été éliminé. 15. Qu'est-ce que j'ai encore? 18 a forcément été éliminé. Je vais aller de 3 en 3, tout simplement. 21, 24, 27. 30 a été éliminé, bien sûr. 33. J'ai ensuite 36 qui a été éliminé. Et 39. On continue avec 5. Les multiples de 5, ils se terminent par 5 ou par 0. Je les barre. On en est à 7. 7 qui est bien sûr donc un nombre premier. 2 fois 7, 14, c'est déjà barré. 3 fois 7, 21. 28. 35, déjà barré. On en est à 11. 11 fois 2, 22, c'est déjà barré, bien sûr. 11 fois 3, 33. On en est à 13. 13 fois 2, 26, c'est déjà barré. 13 fois 3, 39. 13 fois 4, on sort du tableau. 17. 2 fois 17, 34, c'est déjà barré. 3 fois 17, 51, on est en dehors du tableau. 19. 19 fois 2, 38. 19 fois 3, on est en dehors du tableau. J'en suis à 23. 23 fois 2, je suis en dehors du tableau. 29. Et j'aboutis à 31. Donc 31 est bien un nombre premier. Nous avons utilisé ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Donc il suffit de barrer au fur et à mesure les multiples et progressivement,
d'arriver jusqu'au nombre qui nous intéresse. Il va être très utile et assez facile de retenir les nombres premiers du début de la liste. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. On verra par la suite combien cela nous sera utile. Regardons bien ici, on voudrait vérifier que 53 et 31 sont bien des nombres premiers. En s'inspirant d'Ératosthène, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer tous les nombres premiers inférieurs à 53 ou inférieurs à 31, dans le deuxième cas. Si jamais on ne trouve aucun diviseur possible, ça voudra dire que c'est bien un nombre premier. C'est ce qu'on a fait là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'éviter du travail et ne pas écrire toutes ces divisions euclidiennes? Si vous prenez 53, regardez bien. Bon, vous divisez par 2, par 3, par 5. Alors qu'est-ce qui se passe? Le deuxième facteur, il va aller en diminuant puisque le premier facteur augmente. Je passe de 2 à 3, à 5, à 7. Donc je passe de 26 à 17, à 10, ensuite à 7. Ensuite, je passe à 4. Mais si jamais 11 avait fonctionné, forcément qu'on aurait trouvé le diviseur avant, puisqu'on aurait eu 11 fois un nombre plus petit que 7, ou égal à 7. Donc ici, à cet endroit où je mets ce trait-là en violet, c'est plus la peine ensuite de faire les opérations. Regardons maintenant pour 31. Je divise par 2, par 3, ensuite par 5. Bon, fort logiquement, je passe de 15 au niveau du deuxième facteur à 10, à 6. Quand je divise par 7, forcément que je vais trouver un nombre inférieur ou égal à 6. Donc ça voudrait dire que j'aurais trouvé avant un diviseur possible. Donc là où je mets le trait violet, ensuite, c'est plus la peine de continuer. Alors pour savoir où s'arrêter, en fait, ça correspond à la racine carrée du nombre. Si je prends racine de 53, c'est compris entre 7 et 8. 7 fois 7, 49, 8 fois 8, 64. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que je vais pouvoir arrêter de faire les divisions par les nombres premiers successifs dès que le nombre premier va être supérieur à 7. Supérieur à racine de 53. Là, ici, de la même façon, racine de 31, c'est compris entre 5 fois 5. On a 5 fois 5, 25 inférieur à 31. La racine, elle est comprise entre 5 et 6. On s'arrête donc immédiatement ici. Quand vous regardez si un nombre est premier ou pas, vous étudiez ce qu'on appelle la primalité du nombre. Donc, ce qu'on vient de voir avec la racine carrée du nombre en question, c'est ce qu'on appelle le critère de primalité. Quel que soit un entier naturel n supérieur ou égal à 2, si n est divisible par aucun nombre premier inférieur à racine de n, alors n est premier. Voyons tout de suite un exemple. 91 est-il premier? Ce qu'on fait, on va évaluer racine de 91, c'est à peu près égal à 9,53. Autrement dit, racine de 91 est compris entre 9 et 10. On va essayer les nombres premiers dans l'ordre croissant, mais dès qu'on dépassera 9, on arrêtera. Alors, quels sont ces nombres premiers? 2, 3, 5, 7, 9. J'essaye avec 2, ça me fait 2 fois 45 plus 1, il n'est pas divisible par 2, chose qu'on savait déjà puisqu'il n'était pas pair. 91, 9 et 1, 10, 10 c'est pas dans la table de 3, il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5.
Par contre, 91 est égal à 7 fois 13, il admet 7 comme diviseur. Donc, on ne va même pas aller plus loin, on a affaire à un nombre qui n'est pas premier. Un deuxième exercice, 199 est-il premier? Racine de 199, c'est compris entre 14 et 15. Donc je vais essayer 2, 3, 5, 7, 11, 13, puisqu'après 13, j'ai 17, ça serait supérieur à 14. 199 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13. Je peux conclure, d'après le critère de primalité, que 199 est donc un nombre premier. Nous avions décomposé tout à l'heure en facteur premier 12 et 315. Pour 12, on a obtenu 2 fois 2 fois 3, qu'on va écrire, alors de préférence en mettant les nombres dans l'ordre croissant, 2 au carré fois 3. Ici, pour 315, 3 au carré fois 5 fois 7. Vous vous souvenez qu'on avait fait la décomposition en allant au maximum, en écrivant plusieurs produits, jusqu'au moment où on ne puisse plus décomposer. On va le faire de façon plus rigoureuse, en testant à chaque fois les nombres premiers dans l'ordre croissant. 12, je prends 12. 12 est divisible par 2, je teste 2, pas de problème, 6. Divisible par 2, 6 divisé par 2, 3. 3, j'essaye 3, 3 est divisible par 3. Reste 1. Terminé, ma réponse est 2 au carré fois 3. J'ai fait la décomposition en facteur premier. Le même exercice avec 315. Donc je prends dans l'ordre croissant les nombres premiers, par 2, 315 n'est pas divisible par 2, par 3, 5 et 1, 6, et 3, 9. C'est donc dans l'étape de 3. En 3, combien de fois 3? Une fois 3, 3, au T de 3, 0. J'abaisse le 1, il y va 0 fois. J'abaisse le 5, 15 divisé par 3, 5. 105 est-il divisible par 3? 5 et 1, 6, il est divisible par 3. 3 fois 3, 9. Au T de 10, 1, j'abaisse 35. 35 qui termine par 5, il est bien divisible par 5. Ça me donne 7. Et 7, bien sûr, est divisible par 7. Donc ici, on a 3 au carré, fois 5, fois 7. C'est la décomposition en facteur premier de 315. D'où l'importance de connaître la liste des nombres premiers ici. En tout cas, du début de la liste. On cherche maintenant tous les diviseurs entiers naturels ou entiers positifs de 12. Alors on a 12 égale 2 fois 2 fois 3. Donc 2, c'est forcément un diviseur, 2 fois 6. 2 fois 2, c'est également un diviseur. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, il l'est. 2 puissance 2, il l'est. Mais que penser de 2 puissance 0? Vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est que 2 puissance 0? C'est 1. 1 est aussi diviseur de 12. Alors, pour ne pas manquer un seul diviseur, on va faire ce qu'on appelle un arbre. On procède de la façon suivante. 12, il peut être divisible par 2 puissance 0, par 2 puissance 1, ou par 2 puissance 2. Si on prend maintenant le facteur 3, de la même façon, ça peut être divisible par 3 puissance 0, 3 puissance 1. Et ensuite, comment on va faire pour déterminer tous les diviseurs? On va suivre tout simplement les branches de l'arbre. Regardez bien, 2 puissance 0 fois 3 puissance 0, ça me donne 1 fois 1. C'est égal à
1. 2 puissance 0 fois 3 puissance 1. Ça me fait 3. Et on continue. Et on obtient ainsi tous les diviseurs possibles de 12. Alors juste une chose, si on avait demandé tous les diviseurs entiers relatifs de 12, c'était les mêmes auxquels on ajoutait tous les nombres négatifs. On aurait eu 1, 3, 2, 6, 4, 12, moins 1, moins 3, moins 2, moins 6, moins 4, moins 12. Pouvait-on prévoir le nombre de diviseurs de 12 ? Ici, on a 3 branches, et chaque branche se scinde en 2 branches. Ça nous fait bien 3 fois 2, ce qui donne 6. Alors, fort logiquement, directement, l'exposant de 2, c'est ici 2. Mais il y a 2 puissance 0. L'exposant de 3, c'est 1. Mais attention, il y a 3 puissance 0. Donc, en fait, si on veut savoir le nombre de diviseurs entiers positifs, il suffit d'ajouter une unité à chaque exposant et de multiplier les exposants entre eux. Prenons un exemple. Voici 2800 qui est décomposé ici en produit de facteurs premiers. J'ai ici 2 puissance 4. 4 plus 1, ça va me donner 5. 5 puissance 2. 2 plus 1, ça va me donner 3. 7, c'est exposant 1. 1 plus 1, 2. Donc, pour avoir le nombre de diviseurs, je fais le produit de 5 par 3 par 2. 30 diviseurs pour 2800. Prenons maintenant 12 et 35. 12, comme on l'a vu il y a quelques instants, admet comme diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 12. Et 35 admet 1, 5, 7, 35. On s'aperçoit qu'il n'y a qu'un diviseur commun. Ce diviseur, c'est 1. On dit à ce moment-là que 35 et 12 sont des nombres premiers entre eux. Quand vous avez deux nombres qui ont pour seul diviseur commun 1, on dit qu'ils sont premiers entre eux. Alors attention, on est toujours avec des nombres entiers positifs, parce que sinon 12 et 35 auraient un autre diviseur commun que 1, c'est moins 1. Voici une fraction. Vous en avez l'habitude, vous l'avez déjà fait, y compris au collège. On peut parfois simplifier des fractions. Si on trouve évidemment un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Si je regarde ici, 630, ça se termine par 0, 735, ça se termine par 5. On a donc deux multiples de 5. J'obtiens 5 fois 126 sur 5 fois 147. Je simplifie donc par 5. Toujours en utilisant les critères de divisibilité, 126, 6 et 2, 8 et 1, 9, c'est dans la table de 3. 147, 7 et 4, 11 et 1, 12, c'est dans la table de 3. Ils sont tous les deux multiples de 3. Donc 3 fois 42 sur 3 fois 49. 42 et 49, tous les deux dans la table de 7, 7 fois 6, sur 7 fois 7. Et on obtient 6 septièmes. On a bien obtenu une fraction irréductible, 6 septièmes. 6 et 7 n'admettent aucun autre diviseur commun que 1. Alors cette méthode avec les critères de divisibilité, vous l'utilisiez en collège. Maintenant, on va se servir de la décomposition en facteurs premiers. Voyons comment faire. On décompose d'abord 630. 630, c'est bien sûr divisible par 2. Ça me fait 315. 5 et 1, 6 et 3, 9. 315, c'est divisible par 3. Cela me donne 105. C'est aussi divisible par 3. Cela nous donne 35. On l'a fait tout à l'heure. 35, c'est divisible par 5. Ça me fait 1. Même travail avec 735.
735 divisible 5 et 3, 8 et 7, 15, c'est divisible par 3. Cela donne 245. 5 et 4, 9 et 2, 11, c'est pas divisible par 3, mais c'est divisible par 5. Cela nous donne 49, divisible par 7. Ça donne 7, divisé par 7, 1. J'obtiens les décompositions suivantes. Je vais ici écrire la fraction avec ses décompositions. Alors attention, par quoi peut-on simplifier? On peut simplifier par 5 ici. Ensuite, ici on a 2 7 au numérateur, on en a un seul au dénominateur, pardon, on en a un seul au numérateur. Il en restera un au dénominateur. Donc ici, je barre ceci. Ensuite, 3 au carré sur 3, on a 2. On a ici 2 comme exposant pour 3, donc il en reste 1 en haut. 3 fois 2, cela me donne bien 6 septièmes. Donc pour rendre une fraction irréductible, on décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers, et ensuite on simplifie au maximum. Rendre cette fraction irréductible, le numérateur et le dénominateur ont déjà été décomposés en facteurs premiers. Si je prends 2, j'ai 2 fois le facteur 2 au-dessus, 4 fois en dessous, il va en rester en dessous. Il en restera 2 en dessous. 3 puissance 4 en haut, 3 puissance 2 en bas, il en reste 2 au-dessus. 5 puissance 2, 5 puissance 2, ça simplifie. Un facteur 7 en haut, 2 en bas, il en reste 1 en bas. Ça me fait 3 fois 3, 9 sur 28. Qu'est-ce qu'on peut dire de 9 et 28? Ils sont premiers entre eux. Multiples, diviseurs, nombres premiers. Divisibilité dans Z, Z étant l'ensemble des entiers relatifs. Multiples et diviseurs. Quels que soient les entiers relatifs A et B, dire que A est un multiple de B signifie qu'il existe un entier relatif K tel que A égale K fois B. Bon, on peut le dire d'une autre façon. On peut dire que B est un diviseur de A, ça revient à la même chose, ou que B divise A, ou encore que A est divisible par B. Bon, il y a une notation qui est parfois adoptée. Pour B divise A, entre B et A, on met une barre. B divise A. Quelques remarques. 0, c'est un multiple de tous les entiers relatifs. Pour tout entier relatif A, on a 0 fois A égale A. Bon, ça veut dire aussi que, évidemment, tout entier relatif, non nul, est un diviseur de 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de 1? Il divise tout entier relatif A. 1 est un diviseur pour tous les entiers relatifs. Enfin, moins 1 est un diviseur de tout entier relatif A. On peut écrire A égale moins A fois moins 1. Quelques exemples. Moins 12, c'est un multiple de 3. En effet, on a moins 12 égale moins 4 fois 3. Moins 12, c'est aussi un multiple de moins 3. On a moins 12 égale 4 fois moins 3. Bon, enfin, moins 7 n'est pas un multiple de 2. On a bien moins 7 égale moins 3,5 fois 2, mais moins 3,5 n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs. Une propriété, soit B un entier relatif, la somme de deux multiples de B est un multiple de B. Donc ça revient à montrer que si on additionne les deux multiples, on peut les écrire sous la forme quelque chose fois B. Alors voyons la démonstration. Soit A et A', deux entiers relatifs multiples de B. On les nomme d'abord. Il existe donc K appartenant à Z tel que A égale K fois B et K' appartenant à Z tel que A' égale K' fois B. Ben oui, c'est pas forcément le même K. On sait que A c'est quelque chose fois B, on sait que A' c'est quelque chose, mais ça peut être quelque chose d'autre fois B.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de A plus A'? C'est K fois B plus K' fois B, ce qui me donne K plus K' facteur de B. Donc on a bien réussi à l'écrire sous la forme quelque chose fois B. On a montré que A plus A', c'était un nombre grand K multiplié par B. Donc on a bien montré que A plus A' est un multiple de B. Nombre pair, nombre impair. Bon, je suis sûr que vous savez déjà ce que sont des nombres pairs et des nombres impairs. Vous allez dire des nombres pairs, ça se termine par 0, 2, 4, 6, 8, ça se termine par un chiffre pair. Et puis les nombres impairs, c'est pas le cas. Mais on voudrait le traduire en langage mathématique. Comme on vient de le dire, un entier relatif, il va être pair s'il est divisible par 2. Ça va se traduire comment? Ça va se traduire qu'il peut s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. Ce quelque chose, on va l'appeler K. Donc, il pourra s'écrire sous la forme 2 fois K. Et puis si je prends maintenant un entier relatif impair, il est juste situé après, si je faisais la liste en ordre croissant, il est juste situé après un nombre pair. Donc je peux l'écrire sous la forme 2K plus 1. Par exemple, 56 c'est un nombre pair, 56 c'est 2 fois 28. K, là, correspond à 28. Moins 18, c'est un nombre pair, j'ai moins 18 égale 2 fois moins 9, j'ai K égale moins 9. 17, c'est un nombre impair, je peux l'écrire 2 fois 8 plus 1, et on a K égale 8. Quelques propriétés. Le carré d'un nombre pair est pair. Bon, on va appeler ce nombre pair de départ, on va l'appeler n par exemple. Montrer que n carré est pair, c'est toujours la même technique. En langage mathématique, ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose, 2 fois k. Alors démontrons-le sous un entier relatif n pair. Il existe donc k appartenant à z tel que n égale 2 fois k, ce qu'on vient de dire. N au carré, ça me donne 2 fois k, le tout au carré. Ça me donne 4k au carré, que je peux écrire sous la forme 2 fois quelque chose. 2 fois 2 k carré. Donc conclusion, 2k carré, c'est bien un nombre entier relatif. Donc j'ai bien trouvé un nombre entier relatif qui multiplié par 2 me donnait n au carré. Donc j'ai montré que n au carré était pair. Deuxième propriété, le carré d'un nombre impair est impair. On va employer la même technique. On va partir d'un nombre impair qu'on va appeler n par exemple. On sait qu'on peut l'écrire sous la forme 2k plus 1. Après, on développe. N au carré, c'est 2k plus 1 au carré, ça me fait 4k carré plus 4k plus 1. Identité remarquable, vous vous rappelez, 2k au carré plus 2 fois 1 fois 2k plus 1 au carré. Ça me fait bien 4k carré plus 4k plus 1. Je peux mettre 2 en facteur au niveau des deux premiers termes. Ça me fait 2 fois 2 carré plus 2k plus 1. Je l'ai bien écrit 2 fois quelque chose plus 1. Donc si je prends grand K égale 2k carré plus 2k, ça me fait bien n au carré égale 2 grand K plus 1. On a donc bien n au carré qui est un nombre impair. Un rapide rappel de ce qu'on a déjà vu au collège sur les critères de divisibilité. On sait qu'un nombre est divisible par 2, un nombre entier relatif, s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8, c'est-à-dire s'il se termine par un chiffre pair. Par 4, c'est si ces deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Par exemple, 716, 16, c'est un multiple de 4. Par 5, on le sait bien, c'est s'il se termine par 0 ou 5. Si vous avez un nombre qui se termine par 0 ou 5, vous êtes certain qu'il est dans la table de 5. Par 3 et par 9, c'est le même critère. On additionne les chiffres et on regarde s'ils sont dans la table de 3 ou de 9. Nombre premier, fraction irréductible. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un entier naturel, on pourrait dire aussi un entier relatif positif, qui a exactement deux diviseurs. Il faut qu'il ait deux diviseurs, 1 et lui-même. Bon, il est bon de connaître quand même le début de la liste des nombres premiers. Vous pouvez aller jusqu'à 31, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Il faut au moins connaître cela. Alors attention, 6, il n'est pas premier. Il a 4 diviseurs. Il a 1, 6, 2, 3. Bon, de remarque, 1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. 0 n'est pas premier car il est divisible par tout entier non nul.
0 divisé par 5, ça fait 0. 0 divisé par 6, ça fait 0, etc. Quelques propriétés qu'on va admettre, c'est-à-dire qu'on ne va pas démontrer. Tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. La deuxième propriété qu'on appelle le critère de primalité. La primalité, c'est vérifier si un nombre est premier ou pas. Quel que soit un entier naturel n supérieur ou égal à 2, si n est divisible par aucun nombre premier inférieur à la racine de n, alors n est premier. On pourrait prendre un exemple, 127 par exemple. Si vous prenez la racine de 127, elle est comprise entre 11 et 12. Vous allez tester tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 11. C'est ce qu'on fait ici. Et on s'aperçoit évidemment, en faisant les divisions euclidiennes, que 127 est bien un nombre premier, puisqu'il n'est divisible par aucun des 5 nombres premiers inférieurs ou égaux à 11. Troisième propriété admise, tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique. La meilleure méthode, c'est la première. Ça consiste à tester les diviseurs premiers dans l'ordre croissant. Bon, 84, il est divisible par 2, il se termine par un chiffre pair. Ça nous donne 42. 42, c'est divisible par 2. On continue. 21, c'est divisible par 3. On prend les diviseurs premiers dans l'ordre croissant. Et on trouverait là ici 84 égale 2 au carré fois 3 fois 7. Bon, la deuxième méthode, c'est une méthode plus intuitive. On décompose au maximum en utilisant tout ce qu'on sait sur les produits. On sait que 28, c'est 4 fois 7 et on décompose au maximum. Dernier point, c'est sur les fractions irréductibles. On va s'intéresser aux fractions d'entiers positifs. Une fraction elle est irréductible si le numérateur et le dénominateur n'admettent qu'un seul diviseur en commun, c'est 1. Bon, 7 tiers, c'est irréductible. Le seul diviseur commun à 7 et 3, c'est 1. Si on prend les diviseurs de 94, on a la liste. De 494, on a la liste. Les diviseurs de 77, on a la liste. On s'aperçoit que, là aussi, le seul diviseur commun, c'est 1. On dit que 494 sur 77 est une fraction irréductible. On dit aussi à ce moment-là, comme le seul diviseur commun, c'est 1, que les nombres 494 et 77 sont premiers entre eux. Enfin, 12 quinzièmes n'est pas une fraction irréductible. 3 est un diviseur commun à 12 et 15.